Brightspace depuis le début. Et moi, je travaille avec Brightspace constamment, donc à tous les jours depuis 12 ans. Donc, j'ai accumulé quand même assez d'expérience. Puis, j'ai enseigné pendant 11 ans et l'année dernière, je suis devenu le formateur, c'est-à-dire plus ou moins la personne qui offre des formations au personnel enseignant du consortium et aussi ailleurs en province. C'est moi le gestionnaire de Brightspace aussi. Donc, c'est moi qui est l'administrateur de notre environnement d'apprentissage. Puis aussi, c'est moi qui est le gestionnaire de la suite Google. Donc, je touche un petit peu à tout au niveau technique. Même si je ne suis pas un informaticien, pas du tout. En fait, je suis un historien. Moi, j'ai enseigné des cours de sciences humaines, sciences sociales et d'études canadiennes et mondiales pendant ma carrière. J'ai enseigné aussi au secondaire auparavant, dans le sud et maintenant à North Bay. Donc, ça, c'est un petit peu mon parcours. Comment je veux procéder aujourd'hui? Je veux éviter, il y a une des choses qui me tanne vraiment quand je fais des présentations, c'est d'éviter de parler tout le temps. Je veux entendre ce que vous avez à dire, ce que vous voulez savoir, si vous avez des questions. Donc, j'ai préparé une brève présentation qui va vous parler un petit peu des cours modulaires pour vous donner une idée de ce que ça peut avoir l'air. Puis aussi, je vais aller en partage d'écran quand même assez souvent parce que j'aime faire la démonstration. Puis, je vais vous parler un petit peu de l'EAV et certains outils que moi, j'aime utiliser et qui vous seraient peut-être utiles si vous utilisez l'EAV pour communiquer avec les élèves, pour partager des informations et tout ça. Puis aussi, bien, je vous invite à profiter un petit peu de mes connaissances parce que avec 12 ans d'expérience de travail en ligne, bien, peut-être que je peux vous partager certains éléments qui vous seraient utiles. Donc, à la diapositive numéro 3, ça, c'est mes objectifs. Donc, familiariser avec les cours modulaires et le AV. Mais en bout de ligne, la dernière chose, c'est vraiment répondre à vos questions. C'est pour ça que je suis là et c'est ce que je cherche à partager avec vous. Diapo 4, je vais vous parler des cours modulaires. Donc, la première partie, je vais surtout vous parler des cours en ligne puis de l'EAV. Puis, je vais essayer de faire ça assez bref. Puis, par la suite, puis si vous avez des questions, écrivez-les dans le clavardage. De cette façon-là, quand va venir le temps d'y répondre, on aura ça d'emmagasiner, puis je pourrai les adresser. Et gênez-vous pas aussi de prendre la parole si je vous dis quelque chose qui pique votre intérêt et que vous voulez en savoir peut-être un peu plus. Donc, j'ai tiré, quand je vous parle de qu'est-ce qu'un cours modulaire, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Ça vient du blog des ressources sur l'EAV qui est publié par le Centre Franco. J'ai surligné ou en caractère gras ou souligné des termes sur lesquels je veux revenir. C'est pour ça que j'ai placé la définition ici un petit peu d'un cours modulaire. Donc, je vais passer à quelque chose que je n'aime pas faire, mais je vais lire le texte puis je vais ensuite parler des éléments qui sont en caractère gras ou qui sont soulignés. Donc, vous avez devant vous les cours en ligne de type modulaire permettent aux élèves de vivre une expérience d'apprentissage unique permettant de développer des compétences globales. L'élève devient enquêteur, chercheur et maître de son apprentissage. Donc, quand on parle d'expérience d'apprentissage unique, c'est un petit peu moins traditionnel comme cours. Les cours traditionnels qu'on avait en ligne au début, c'était vraiment un petit peu comme des cours par correspondance. Ceux qui ont peut-être connu ça, là, où tu peux... oui, je vais partager mon écran, tiens. Je ne suis pas là. OK. Donc, ça, c'est la présentation. Donc, quand on parle d'expérience d'apprentissage unique, si tu parles des anciens cours par correspondance, c'était vraiment question-réponse, référence à un livre, va lire les questions, va lire le texte, réponds aux questions, puis remets-moi ton travail. C'est un petit peu à ça que ça ressemblait, les cours en ligne au début, dans les premières générations qui se sont développées avec le temps. Dans la dernière génération de cours, puis quand je parle de génération, c'est un petit peu les changements de philosophie aussi qui ont apporté ça. On a développé des cours modulaires. Les cours modulaires sont divisés, évidemment, modulaire veut dire module. Il y a 4 à 5 modules la plupart du temps dans les cours et chaque module est basé sur un objectif. Donc, on cherche à pousser l'élève à compléter la tâche sommative à la fin
mais il sait c'est quoi la tâche sommative dès le début. Et les éléments d'apprentissage sur lesquels il va passer du temps, c'est des éléments qui vont lui permettre d'accumuler des connaissances pour pouvoir par la suite compléter la tâche sommative. Les tâches formatives, c'est souvent des parties de la tâche sommative, excusez, qu'on évalue et sur lesquelles on donne la rétroaction pour que l'élève puisse produire une tâche sommative qui est un peu plus à la hauteur, qui respecte plus les consignes et qui va lui permettre d'obtenir justement cette rétroaction-là. Donc, la rétroaction pour nous est vraiment importante. Alors, quand on parle, je vais revenir sur d'autres éléments plus tard aussi, là, mais quand on parle de compétences globales, ben on les appelle les compétences du terme que j'aime moins, du 21e siècle. Disons que ça fait longtemps qu'on est dans le 21e siècle, donc les compétences courantes qu'on cherche, donc la pensée critique, être capable d'explorer, d'aller chercher les informations, d'utiliser différents outils, des outils qui sont technologiques et techniques aussi. Donc, quand on parle de ces compétences globales-là, c'est ce qu'on cherche à développer dans les cours en ligne. Puis je parle ici des cours modulaires. L'élève devient enquêteur, chercheur et maître de son apprentissage. Donc, je vais parler des deux premiers termes. Enquêteur et chercheur, c'est un petit peu la base du cours. Donc, les élèves il n'y a pas de manuel dans le cours. On n'a pas un livre attitré au cours, par exemple, de changements et défis sociaux. On réfère l'élève à des suggestions de ressources qui deviennent un petit peu leur manuel. Puis, ces suggestions de ressources-là va aller compléter l'information que l'élève a besoin d'accumuler pour pouvoir faire les tâches. Donc, enquêteur et chercheur, c'est là où on pousse l'élève à utiliser des compétences pour aller chercher les informations, pour apprendre. Puis l'enseignant, de son côté, lui, est un peu plus un guide, un facilitateur, quelqu'un qui donne la rétroaction, qui va pousser l'élève à améliorer ou à aller plus loin dans ses recherches. Maître de son apprentissage, le concept des cours modulaires dit que l'élève peut commencer par le module qu'il veut, quand il veut. Donc, disons que l'élève voudrait commencer avec le module 3 au lieu du module 2 ou du module 1, il pourrait le faire. Techniquement, pour nous, dans les cours en ligne, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on veut structurer le temps des élèves. Il y a des enseignants qui l'ont essayé avec un succès assez mitigé. Donc, nous, pour que l'élève ait un temps mieux structuré, on prépare une feuille de route, puis généralement, l'élève va suivre les modules en ligne. Mais si vous regardez les vidéos qui ont été préparées pour les cours modulaires, on dit ça, que l'élève pourrait commencer à l'endroit qu'il veut dans le cours et compléter tous les modules, mais pas nécessairement dans le même ordre que tout le monde. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, les tâches sommatives sont authentiques et sont connues des élèves dès le début du cours. L'approche par question et par défi de pensée critique, puis ça, je l'ai expliqué tantôt, permet à chaque élève de développer des réponses uniques en fonction de ses recherches. Les cours modulaires offrent des choix tant dans les tâches sommatives que formatives, permettant aux élèves d'apprendre en fonction de leurs intérêts personnels. Bon, les tâches sommatives authentiques, ce n'est pas des tests. Exactement ce qu'on cherche à s'éloigner dans les cours modulaires. Il n'y a pas de tests. C'est des projets de plus grande envergure, des genres d'objectifs à atteindre en fin de module. Donc, par exemple, on peut demander à l'élève de produire un blog ou de produire un site web, de faire une infographie. Il peut y avoir des textes à rédiger, mais généralement, les textes à rédiger sont dans un contexte. Par exemple, dans le cours de politique canadienne et mondiale, ben, on pourrait demander à l'élève de rédiger un texte, un discours qu'il prononcerait aux Nations unies, par exemple. Donc, ça serait peut-être un genre de texte. Et après avoir accumulé différentes informations pendant le module au sujet de, par exemple, l'environnement, bien là, l'élève pourrait préparer le discours qu'il prononcerait. Ça, c'est un genre d'exemple d'activité authentique. Il y en a plusieurs. Et tout est disponible dès le début du cours, incluant la tâche sommative finale du cours. Puis ça, c'est important parce qu'on travaille aussi avec l'élève pour l'amener à la fin du cours
accumuler les apprentissages et préparer sa tâche sommative, pas juste dans la dernière semaine, mais tout au long du semestre. Exemple, dans le cours de philosophie de 12e année que j'ai enseigné pendant plusieurs années, à la fin du cours, l'élève devait produire des émissions de radio enregistrées, une sur chacun des grands thèmes ou des grandes disciplines de la philosophie qu'il a vu pendant le semestre. Puis moi, dans la structure du temps pour l'élève, j'essayais de lui dire, bon, ben, une fois que tu es rendu à tel endroit, prépare-moi un genre de résumé de ta première émission, comme ça, je peux te donner de la rétroaction. Et à la fin du cours, quand il venait le temps de préparer les émissions complétées, ben, l'élève avait déjà reçu la rétroaction. Avec cette rétroaction-là, il pouvait préparer une meilleure tâche, ajuster qu'est-ce qu'il avait préparé. Puis, donc, cette façon de fonctionner-là, elle menait l'élève à du succès, selon moi, là, puis selon la plupart des enseignants qui ont utilisé cette méthode-là. Je vais sauter l'approche par question et par défi de pensée critique parce que j'en ai parlé dans les compétences globales. Puis je vais m'attarder sur des réponses uniques. Les questions qui sont posées, puis que l'élève doit répondre, on les appelle des questions non Googleables. Okay? C'est des questions sur lesquelles on ne peut pas aller sur Google, chercher, écrire la question pour avoir une réponse. C'est que l'élève accumule les informations pour réfléchir et présenter une réponse qui démontre l'accumulation de connaissances de son côté. Puis ça, c'est vraiment important. Puis c'est un petit peu l'idée derrière les cours modulaires. Donc, ce concept-là, souvent, les élèves ont de la difficulté avec ça parce que souvent, on lui dit, ben va dans un livre, réponds à telle question, puis la réponse va être dans le texte, mais vraiment, les réponses ne sont pas nécessairement dans des textes puisqu'il n'y a pas un texte de base. Finalement, la dernière chose, c'est d'apprendre en fonction de leurs intérêts personnels. Moi, dans les cours, je donnais des options aux élèves. Des fois, quand les modules étaient trop chargés, je leur donnais des options de tâches. Okay, tu peux en choisir 2 de 3, par exemple. Ou je leur donnais le choix de l'outil qu'ils utilisaient pour créer la tâche. Donc, une tâche, je pouvais leur dire, tu peux faire ce que tu veux, tu peux me faire un site web, tu peux me faire une présentation genre PowerPoint ou utiliser des outils qui sont en ligne, peu importe, en autant que le contenu soit là. Donc, ça, c'était pour moi une façon d'encourager l'élève puis de lui donner des options qui lui permettaient d'aimer un petit peu plus que ce qu'il faisait. Alors, ça va jusqu'à date? Donc, j'ai mis quelques éléments à retenir ici. C'est un petit peu de ce dont j'ai parlé. Puis, comme enseignant, on est moins comme personne, on est plus comme une personne responsable du cours qui guide, qui aide, qui donne la rétroaction et qui prépare l'élève à préparer des meilleures tâches, disons, si on peut dire. Il y a de la flexibilité. En même temps, pour nous, c'est important de donner une structure dans les cours. Donc, si vous utilisez, mais dans le contexte qu'on est présentement, si on utilise les cours modulaires, bien, tu peux aller choisir une tâche, puis présenter un petit peu des options aux élèves dans la façon dont ils vont faire les tâches. Je ne sais pas, je vais prendre une pause ici, puis on va voir si on a des questions au sujet des cours modulaires. Roxane? En sourdine. Il y avait juste José Blackburn qui posait la question dans le chat. Elle a une classe double de 5e et 6e année. Elle a préparé 2 classes, mais elle n'arrive pas à désinscrire de façon permanente ses 5e années dans la classe de 6e et vice-versa. Comment puis-je faire pour que mes élèves ne se trompent pas de classe? OK, donc les élèves sont inscrits dans le AV dans les 2 classes. Pour les désinscrire, ben, je peux aller voir dans le AV pour vous montrer une liste des inscrits au cours. J'ai une classe ici, une classe modèle. Je ne sais pas jusqu'à quel point les permissions dans votre conseil sont données aux élèves d'inscrire ou de désinscrire, là. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me dire si vous avez possibilité d'inscrire et de désinscrire vous-même les élèves. Je pense que oui.
Elle dit, j'ai déjà fait cela, mais les élèves se remettent à chaque fois. Donc, ce sont les élèves qui s'inscrivent. Oui. OK, parce que Fait que ce on entend qu'on peut inscrire nos élèves, mais on ne peut pas désinscrire, mais que les spécialistes peuvent. Fait que, en tout cas, Oui, donc ça, c'est un fait que paramètre du je vais poser système. la question aux pédagogues. Oui, c'est un paramètre du système. Je vais aller, je vais vous montrer comme enseignant, qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Là, moi, nos enseignants ici ont la possibilité de désinscrire. Donc, tu sais, je peux ajouter un utilisateur comme enseignant, mais je peux aussi désinscrire en cochant le nom puis en faisant désinscrire. Mais si vous n'avez pas cet outil-là ou cette possibilité-là dans les permissions qui sont inscrites dans Brightspace, les personnes responsables doivent aller dans les paramètres pour donner la possibilité aux enseignants de désinscrire eux-mêmes. Sinon, ben, il faut tout le temps que tu demandes à quelqu'un de le faire pour toi-même. Et ça devient un petit peu, ça peut devenir un petit peu compliqué de ce côté-là. C'est parfait, je fais le suivi avec le OK? conseil. Donc, d'autres questions? Juste pour les cours modulaires, est-ce qu'on a des questions? OK. Donc, je vais revenir, excusez, à la question. On a les outils, mais les élèves reviennent toujours. Probablement qu'il y a peut-être une inscription automatique aussi, une vérification automatique qui se fait dans le système et l'inscription se fait sans que vous n'ayez quelque chose à faire. Là. C'est un automatisme du système qui devrait peut-être être désactivé une fois que l'inscription est faite. Autre question. Sinon, je vais passer à la section EAV. Donc, je vais aller ici à la prochaine diapositive. Je vais retourner ici. Là. Juste pour les cours modulaires, j'avais placé quelques ressources disponibles. Il y a des modules d'auto-formation qui ont été créés pour les enseignants et pour les élèves. Donc, si vous voulez les voir, j'ai placé les liens aux listes de lecture. C'est des vidéos qui sont créées avec, je vais dire, avec le Centre Franco. C'est des animations quand même assez intéressantes. Ça donne un petit peu la philosophie derrière les cours modulaires, puis ça explique un petit peu le fonctionnement. J'avais aussi préparé en 2015, parce que c'est apparu à peu près en 2013-2014, les cours modulaires. J'avais préparé un tutoriel pour aider aux élèves à mieux comprendre comment circuler et répondre aux questions. Donc, j'ai placé le tutoriel là aussi. Ma chaîne YouTube du formateur du CAVLFO et la chaîne YouTube du consortium, c'est là où ces vidéos-là sont hébergées. Quelques suggestions d'outils dans l'EAV qui permettraient peut-être, qui vous permettraient peut-être d'améliorer soit la communication ou la façon dont vous travaillez dans l'EAV. Puis il y a des liens qui sont placés avec le fil d'activité. Ça, c'est des tutoriels que j'ai préparés au sujet justement de ces éléments-là. Donc, fil d'activité, il y en a un. Là. Nouvelle, il n'y en a pas parce que c'est quand même un outil assez de base, mais je vais vous les montrer en démonstration dans le cours dans lequel je vous présentais tantôt. Oups, je vais revenir en arrière. Je vais sortir ici, puis je vais retourner dans le cours. Je vais aller à la page d'accueil du cours, puis juste pour vous montrer un petit peu. Donc, vous voyez ici, à la page d'accueil, le fil d'activité. Le fil d'activité, c'est un outil qui fonctionne un petit peu comme un réseau social. Si vous ne l'avez pas encore exploré, tu peux donner la permission à l'élève de poster des publications, de créer une publication et aussi de commenter les publications que tu mets ou les publications des autres élèves. Je vous donne un exemple. Si moi, disons que j'avais posté ici le 30 janvier 2020 un Padlet. Un Padlet, c'est un outil de discussion en ligne qu'on utilisait. Donc, j'ai posté ça ici, puis je demandais à l'élève d'aller se présenter. Puis là, si tu cliques sur les commentaires ici pour voir les commentaires, l'élève a commenté, puis là, c'est moi qui ai été faire ça ce matin juste pour faire la démonstration. L'élève a commenté: bonjour monsieur, j'ai complété le Padlet, et moi, je peux lui répondre. Donc, ça permet une interaction directement à la page d'accueil du cours. Et moi, je trouve que c'est un outil qui est quand même très intéressant.
ça te permet en même temps, si tu places des tâches, par exemple, ici. Donc, disons, j'ai des tâches pour lesquelles je veux faire un rappel. Donc, vous devez remettre cette tâche-ci, échéance le 10 février, par exemple, parce que l'échéance a été placée dans le pigeonnier. Puis là, ça me montre combien de soumissions j'ai reçues. Les élèves peuvent commenter ici. Tu peux mettre des vidéos. Tu peux mettre toutes sortes de choses ici. Moi, c'est une façon de communiquer facilement avec les élèves. Donc, je vous présente cet outil-là comme un outil de communication extrêmement efficace. Mes enfants, j'ai 2 enfants au secondaire et un en 7e année. Donc, au secondaire, les profs utilisent le fil d'activité pour communiquer avec les élèves, puis ils demandent aux élèves de répondre. Ce n'est pas toujours de répondre par courriel, parce que souvent, c'est long d'aller dans l'outil courriel, d'entrer l'adresse, puis de répondre au message. Ils demandent simplement à l'élève, dis-moi, OK, j'ai lu ça ici. Donc, l'élève va cliquer, écrire son commentaire. C'est beau, j'ai lu, ou il met un petit pouce en l'air, là, un petit emoji. Donc, c'est extrêmement rapide et très intuitif là, pour la communication avec les élèves. L'outil Nouvelle, qui est le deuxième élément sur ma liste, bien ça te permet, c'est une communication à une voix ici, où tu présentes des éléments aux élèves. Moi, j'utilisais les nouvelles dans mes cours pour communiquer avec les élèves, pour présenter des différents éléments. Ici, c'est une note vidéo que j'avais enregistrée, par exemple. L'outil note vidéo à l'intérieur de Brightspace te permet d'enregistrer directement et de poster directement une vidéo où tu parlerais, par exemple, aux élèves. Donc, l'outil nouvelle est un peu plus à sens unique, tandis que l'outil fil d'activité est à double sens où les élèves peuvent communiquer avec toi. Donc, ça, c'est 2 éléments. Là, je vais revenir à ma présentation pour voir où je t'ai rendu. Évaluation rapide, qui est un outil relativement nouveau et qui te permet, si tu utilises le pigeonnier pour recueillir des tâches, de voir quelles sont les dernières tâches qui ont été remises, quelles sont les tâches que tu n'as pas encore évaluées. Donc, c'est un aperçu rapide de ce qui t'a été remis, puis tu peux le trier selon le cours. Comme là, ici, l'enseignant n'a seulement qu'un cours, mais je peux le trier selon la date de soumission pour voir la dernière soumission remise. Donc, vous voyez ici la date d'aujourd'hui, où j'avais été faire une soumission ce matin. Puis là, ensuite, si on recule en arrière, là, c'est des dates de soumission en ordre décroissant. Donc, je peux changer. Et c'est simple. Je peux cliquer simplement sur ça ici. Ça me mène directement à la tâche. Puis, je peux travailler dans la tâche de l'élève. Donc, si je clique sur la tâche, ici, ça va m'ouvrir la tâche. Et ça me mène au 4e outil, qui est l'annotation directement dans le pigeonnier. Donc, vous voyez ici qu'il y a une série d'outils en haut de la tâche ou du fichier que j'ai mis. C'est simplement un fichier que je suis allé mettre qui permet à l'enseignant de donner des commentaires, de faire l'écriture même à l'écran. Si vous avez un écran tactile avec un stylet, bien, vous pouvez simplement aller écrire sur le document, puis c'est enregistré automatiquement. Ou tu peux mettre, par exemple, une note. Je vais mettre ici une note simplement pour vous montrer. Puis là, je l'enregistre. Puis là, l'élève, lui, peut aller revoir ça ensuite quand c'est enregistré et avoir sa rétroaction peut-être directement. Donc, si tu corriges un texte en français, tu peux utiliser le stylet pour écrire. Tu peux mettre des commentaires, tu peux mettre plein de choses. C'est un outil d'annotation qui est nouveau de la fin de l'année passée, disons avril-mai 2019. Là. Moi, comme enseignant, c'est un outil que j'aurais utilisé à profusion parce que je n'ai pas besoin d'aller ouvrir mes documents ailleurs. Donc, si vous recueillez des tâches de cette façon-là dans le pigeonnier, la plupart des formats sont reconnus. Ça, c'est un document PDF, des documents Word, des documents même, peut-être pas les Google Docs parce qu'ils sont en ligne, mais quand même, les documents qui sont téléchargés directement peuvent être ajoutés ici, peuvent être annotés directement à l'écran, au lieu d'aller ouvrir un autre logiciel qui ajoute des étapes, puis là, il faut que tu enregistres, tu reviennes remettre dans la rétroaction, il faut que tu rajoutes le fichier avec tes commentaires ici. Donc, c'est un peu plus facile. Je vous parlais tantôt de l'outil Note vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner aussi. Dans la rétroaction ici, bien, un petit peu là. Si vous voyez ici, cette icône-là paraît
dans la plupart des endroits où tu peux rédiger du texte. Puis ça, c'est un outil qui te permet il appelle ça en anglais insert stuff, insérer des choses. Ça te permet d'insérer toutes sortes de choses. Donc, on peut créer une note vidéo directement à l'écran ici. Donc, je peux faire un enregistrement, puis ils ont allongé le temps de l'enregistrement. Je vais juste autoriser ici. Avant ça, l'enregistrement, le maximum, c'était 3 minutes. Mais dans la situation où on se retrouve maintenant, tu peux enregistrer pendant 30 minutes. Donc, si je fais un nouvel enregistrement, là, c'est en train d'enregistrer. Là, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne, un petit 5-10 secondes. J'arrête l'enregistrement. Et là, je fais suivant. Là, ça me remontrait ce que j'ai enregistré. Ça va me permettre de l'ajouter dans ma rétroaction. Ça te permet de parler directement à l'élève. Tu peux donner un titre et tes notes vidéo sont maintenant aussi, ça c'est dernièrement, dans les quelques mois passés, tu peux accumuler tes notes vidéo et les réutiliser éventuellement. Là, si je fais inclure, vous voyez, la note vidéo paraît dans la rétroaction. Et quand l'élève va aller voir sa rétroaction, quand il va aller de son côté, il va pouvoir me voir et m'écouter. Donc, c'est encore plus authentique. Tu sais, dans tout cet aspect d'éducation à distance, dans la situation dans laquelle on se retrouve, c'est souvent réconfortant de pouvoir parler à des gens ou de voir le visage des personnes qui te parlent. Puis la rétroaction, puis selon le travail qu'on a fait dans les dernières années au sujet de la rétroaction, ça a beaucoup plus d'effet quand c'est soit audio ou vidéo. Vidéo encore plus parce que tu parles à la personne. Donc, si je fais publier, rapidement, là, je vais vous montrer qu'est-ce que l'élève va voir. Donc, si je vais aller emprunter l'identité de l'élève, là, juste pour vous montrer sa rétroaction, vous voyez qu'il a reçu une notification disant qu'il a reçu de la rétroaction. On clique là-dessus. Vous voyez, la rétroaction pour l'élève est ici. Si je pèse sur Play, ça va jouer. Là, je vais juste l'arrêter, là. Et l'élève peut aller voir ensuite la rétroaction contextualisée. C'est ce que j'ai fait tantôt. Vous voyez là, le dessin que j'ai fait à l'écran avec le stylet, puis la note que j'ai placée. L'élève peut voir ça comme de cette façon-là. Donc, cette rétroaction ou cette annotation à l'écran, puis la rétroaction audio-vidéo est extrêmement importante dans la communication avec l'élève. Le dernier élément, ce sont les grilles d'évaluation. Donc, tu peux aussi rattacher les grilles d'évaluation à des évaluations dans le pigeonnier. Je vais retourner en arrière pour vous montrer ça un petit peu. Là. Je vais sortir. Je circule assez rapidement là, pour vous donner la chance de me poser vos questions au sujet de ce que je vous présente. Mais si je vais dans pigeonnier, puis je pense que j'avais associé une grille d'évaluation ici à cette tâche-là. Vous voyez, il y a une grille d'évaluation associée ici. C'est une grille que j'ai créée dans Brightspace. Vous voyez. Là, je l'ai faite rapidement là, ici aussi. C'est simplement pour vous faire la démonstration. Ça peut faire un genre de calcul automatique de la note là, au niveau quand tu places des niveaux, mais vous voyez que j'ai créé cette grille-là, qui est une grille de base, puis que je copie et que je réutilise et que je transforme avec le temps. Donc, là aussi, vous voyez que j'ai placé un lien dans la présentation à la vidéo qui vous présente comment faire ou placer une grille d'évaluation avec une tâche dans le pigeonnier. Puis, il y a plus qu'un tutoriel. Je n'ai pas placé les trois dans ce lien-là. Alors, je pense que c'est un petit peu le survol que je voulais faire au niveau des outils. Je ne sais pas si vous avez des questions encore plus précises par rapport à ce que je vous ai présenté ou à d'autres choses là, sur lesquelles vous voudriez un petit peu plus d'informations. Alors, bonjour Sarah. Si tu pourrais juste mettre ton micro en sourdine, on entend l'écho qui vient de ton ordinateur. Est-ce qu'il y en a qui utilisent le pigeonnier pour recueillir les tâches des élèves? Pas vraiment.
Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous voudriez peut-être une plus longue démonstration ou pour pouvoir voir un petit peu comment ces outils-là fonctionnent? C'est là où j'ouvre le plancher pour que les personnes puissent me poser ces questions-là ou aller chercher des informations supplémentaires. Roxane, de ton côté, est-ce que toi, tu as des questions? Vas-y. Oui, moi, je pense que j'aimerais ça que tu passes à travers les pigeonniers. Les gens ne le demandent pas, mais peut-être juste faire parler des fonctions du pigeonnier et comment c'est utile à ce moment ici. OK. Donc, je vais retourner ici dans mon cours. OK, donc le pigeonnier, c'est un petit peu l'endroit où on peut recueillir les tâches des élèves. Si vous regardez à la liste de pigeonniers que j'ai dans ce cours-ci, c'est un petit peu la façon où les élèves vont pouvoir aller déposer le fichier ou même répondre directement dans un pigeonnier. Je vais prendre l'identité d'un élève pour vous montrer comment l'élève peut répondre. Donc, je vais retourner avec l'identité de cet élève-là. Puis, je vais retourner dans l'outil pigeonnier pour vous montrer comment l'élève pourrait, je vais juste prendre n'importe lequel ici, là, pourrait simplement mettre du texte. Donc, l'élève pourrait simplement taper du texte ici. Donc, l'élève pourrait simplement taper sa réponse-là sans nécessairement mettre un fichier. Okay? Parce qu'on a l'impression que l'élève doit toujours remettre un fichier, et ce n'est pas nécessairement le cas. On peut, là, ça me dit d'ajouter un fichier parce que ce pigeonnier ici est calibré pour recevoir un fichier, mais dans la création de pigeonnier que je vais vous montrer dans un instant, on peut simplement recueillir une réponse textuelle, donc simplement un texte dans la boîte. Pour ajouter un fichier, l'élève va simplement sur son poste de travail, comme à l'habitude, là, je vais juste prendre un fichier n'importe lequel, ici, puis je vais l'ajouter. Donc, de cette façon-là, l'élève peut déposer son fichier et partager sa tâche avec l'enseignant au lieu d'utiliser le courriel qui devient plus difficile à gérer pour l'enseignant parce que tu n'as pas un aperçu général des tâches que les élèves ont remis. Quand l'enseignant va accéder au pigeonnier, donc si je retourne ici au pigeonnier, l'enseignant reçoit, disons, les tâches. Je peux voir quel élève a remis une tâche, mais je peux aussi montrer les utilisateurs sans dépôt. Puis là, je peux voir qu'il y a un autre élève qui n'a rien, il y a d'autres personnes qui n'ont rien remis. OK? Donc, ça me permet d'intervenir puis de voir que, OK, tel élève a remis des choses, tel élève n'a pas remis des choses. Puis là, je peux, d'ici, envoyer un courriel directement si on veut utiliser l'outil courriel. Comment créer des pigeonniers? C'est quand même assez simple. Quand vous allez dans l'outil pigeonnier, cliquez sur Nouveau pigeonnier et là, tu donnes un nom. Je vais l'appeler Nouveau pigeonnier. Là, ben, on peut donner. Généralement, moi, je ne mettais pas d'éléments de discussion ou de présentation. Ce n'est pas nécessairement obligatoire. Dossier de soumission individuelle de travaux ici. Donc, c'est pour que chaque élève remette un travail. On va laisser de côté le travail de groupe parce que c'est quand même assez compliqué à créer. Mais la soumission de fichier là, ou le type de soumission, je vous parlais de soumission en texte tantôt, je peux simplement recueillir la réponse en texte dans la case des élèves sans qu'il y ait à remettre des éléments. Tu peux même faire de l'observation en personne, quoique c'est quelque chose qu'on ne peut utiliser. Donc, tu choisirais ici soumission en texte, puis garder toutes les soumissions. Si un élève fait plus qu'une soumission, tu vas toutes les avoir. Donc, ça va te permettre de voir peut-être l'évolution des réponses des élèves. Courriel de notification. Si tu veux recevoir un courriel, quand les élèves déposent de cette façon-là, tu sais que ça a été déposé, mais il y a quand même un outil de notification qui existe.
Puis la catégorie, bien, ça me permet, par exemple, de le placer dans un module ou dans un endroit que j'ai créé s'il y a des catégories qui sont créées. C'est aussi simple que ça. Si je veux ajouter une grille, je peux la mettre ici. Mais en bout de ligne, tu fais enregistrer et fermer. Puis c'est simple, assez simple. Vous voyez, nouveau pigeonnier est ici. Donc, si je clique sur nouveau pigeonnier, là, il n'y a pas d'élèves qui ont soumis. Je vais aller emprunter l'identité de l'élève encore pour vous montrer comment que ça peut fonctionner. Une simple remise de réponse textuelle dans ce pigeonnier. Vous voyez ici, il n'y a pas de bouton en haut pour remettre un fichier. Donc, l'élève soumet sa réponse et il a terminé. Donc, c'est un petit peu la façon dont on crée les pigeonniers. Dans des cours plus développés où on a, où moi, comme si vous regardez ici, je recueillais pratiquement une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines des fichiers des élèves. Mais ça te permet de gérer ça puis de voir l'évolution d'élèves quand on consulte son progrès dans le cours. J'ai entendu un commentaire ou une question. Je ne sais pas si Roxane avait une question. J'enseigne une classe de PMJE et j'utilise Classroom. Est-ce que EAV a des outils d'apprentissage ou fonctions qui seraient plus bénéfiques pour ma situation? C'est Julie. OK. PMJE, c'est prématernelle, jardin d'enfants. Une des choses. Moi, je pense Une des choses qui est très utile, nous, on n'utilise pas au secondaire, mais qui est très utile dans les classes élémentaires, puis peut-être même après maternelle, jardin, si les élèves ont accès à des iPads, c'est le portfolio. Parce que dans le portfolio, l'élève peut poster directement une photo qu'il va prendre, puis l'envoyer directement dans le portfolio. Mais il faut qu'il y ait un certain apprentissage pour que l'élève sache comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est peut-être moins évident à montrer à l'élève, mais au niveau de prématernelle, jardin, dans les connaissances techniques, je ne pourrais pas vous dire si un ou l'autre est meilleur. C'est pas quelque chose que j'ai eu la chance d'explorer, puis que je connaîtrais assez la clientèle, autant des élèves que des parents. Là. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être mieux de rester avec Classroom pour PMJE, surtout si ça n'a pas été déjà exploité en salle de classe, comme je pense que ce serait ardu comme processus à ce point-ci si ça n'a jamais été fait. Julie, je ne sais pas si tu as des commentaires ou d'autres choses que tu voulais ajouter là-dessus. OK, elle pense que c'est trop compliqué pour Surtout ses si parents. tu as commencé C'est beau. avec Classroom, puis là, tu veux changer à quelque chose d'autre. C'est peut-être pas le bon contexte comme c'est là. Suivi du progrès de l'élève. Joanne demande. Oui, je peux vous montrer ça. Il y a. Je veux juste voir. OK. Donc, il y a un outil ici qui a le progrès de l'utilisateur. Donc, je peux voir ici, par exemple, le contenu achevé. On peut changer qu'est-ce qu'on voit ici. Ça, c'est une façon de le voir. Là. Je vous montre celle-ci, puis je vais vous montrer une autre après. Donc, dans l'outil progrès de l'utilisateur, on peut voir différentes choses. Puis, je peux changer les réglages. Je vais juste vous montrer quoi d'autre qu'on peut voir ici. Achèvement du contenu historique d'ouverture. Donc, si je vais changer lui ici. Là, pour, par exemple, sommaire de rendement dans le casier de dépôt. Donc, évidemment, là, c'est un cours qui est quand même assez vide là, de remise de tâches et de consultation des élèves. Là. Mais tu peux voir, par exemple, quand la personne accède au système. Donc, vous voyez ici qu'élève 1 n'accède pas parce que je le fais à travers de mon compte enseignant. Là. Mais si l'élève accédait, mais je pourrais voir qu'il a ouvert la session aujourd'hui. Puis là, si tu passes ta souris par-dessus, ça te donne la date.
Donc, ça te permet de savoir combien de sessions il a ouvert 2 sessions aujourd'hui. Ça, c'était moi là, qui a créé ce compte-là. Je peux vous montrer aussi que dans la liste des inscrits au cours, on peut aller consulter, en cliquant sur la flèche à côté de l'élève, afficher la mesure du progrès comme enseignant. Donc, en affichant la mesure du progrès, on peut voir, évidemment, encore ici, c'est des éléments qui sont vides, mais on peut voir qu'est-ce que l'élève a consulté. L'objectif, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est utilisé comme c'est là dans ce cours-ci. Mais par exemple, le contenu, bon, cet élève a consulté un des sujets du cours, puis là, je peux voir c'est lequel et à quelle date. Okay? Donc, évidemment, c'est un élève bidon. Mais si tu avais un élève qui est dans un cours en ligne ou si tu as tes élèves qui vont visiter les éléments de contenu que tu as placés pendant la semaine, tu peux voir quand est-ce qu'ils les ont visités les plus récemment. Si tu as des forums de discussion, qui n'est pas le cas dans ce cours ici, tu peux aussi voir quels articles l'élève a publiés. Donc, si ce n'est pas le cas. Mais, tu sais, tantôt, les casiers de dépôt, mais je peux voir quels travaux j'ai notés pour l'élève. Je peux voir la rétroaction que j'ai donnée à l'élève directement à l'écran aussi. Donc, ça me permet de savoir, OK, l'élève a remis tels éléments et il me reste peut-être certains éléments que je n'ai pas, sur lesquels je n'ai pas donné de rétroaction, puis je peux les voir ici. Donc, je peux voir tous les fichiers qu'il a soumis. Ça me permet d'avoir peut-être un aperçu global de ce que l'élève a remis. Si tu utilises l'outil questionnaire qui te permet de faire des questionnaires dans le cours, là aussi, tu peux voir quels ont été complétés et notés. Si tu regardes ici à la fin, là, il y a accès au cours et historique de l'ouverture de session. Donc, ça te permet de savoir quand l'élève a accédé au cours, puis quand l'élève a accédé à Brightspace ou à l'EAV. Donc, l'historique d'ouverture de session, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a accédé à ton cours, mais qu'il a accédé à l'environnement d'apprentissage. Puis là, si tu cliques dessus, ça te permet de voir quand et des détails sur, par exemple, l'adresse IP et l'heure à laquelle il s'est connecté. Pour nous, c'est utile parce qu'on sait quand les élèves se connectent, ça nous donne un aperçu où on peut intervenir quand les élèves ne se connectent pas. Donc, je vous rappelle, tu vas dans la liste des inscrits au cours, tu cliques sur la flèche à côté du nom de l'élève, afficher la mesure du progrès pour pouvoir voir cet aperçu du progrès des élèves dans les cours en ligne. D'autres questions? Est-ce que, Joanne, ça répond à ta question en passant? OK, quand tu rentres avec l'identité de l'élève, comment est-ce que tu reviens à ton identité? Je vais le faire, là, je vais aller emprunter l'identité de l'élève. OK. Donc là, je m'appelle élève consortium 1, vous voyez ici au niveau du profil. Tu vas simplement retourner ici dans le coin, là, à cliquer sur le nom de l'élève. Puis là, tu cliques le X qui te permet de revenir à ton identité. D'autres questions? Oui, il y avait une autre question de Joanne, puis ça disait que pour les outils, elle n'a pas accès à l'ensemble des outils. C'est-tu quelque chose qui revient du conseil, ça, ou bien c'est dans ses réglages ou paramètres? Puis quand on parle des outils, ce serait lesquels exactement? Joanne, peux-tu prendre le micro? Oui, quand on fait, si je vérifie le progrès de Oui. mes élèves, j'ai juste historique de l'ouverture puis accès au cours. Donc, ça aussi, c'est des réglages qui viennent de l'administrateur de votre EAV qui devrait vous donner des options pour voir plus que simplement l'accès au cours et l'historique d'ouverture de session. Joanne, est-ce que tu peux répéter c'est quoi OK. le réglage? Comme ça, je vais faire un suivi avec notre chargé de EAV. On a juste accès au cours puis ouverture de session. Fait que je peux pas savoir la progression dans le cours ou
Est-ce qu'il a ouvert ces documents-là comme... OK, ça, je vais juste te montrer, Roxane, ici, là, si je vais afficher la mesure du progrès. Donc, dans l'outil Afficher la mesure du progrès, vous voyez seulement ces deux-là, c'est bien ça? Oui. Tu aimerais voir, par exemple, au niveau du contenu, casier de dépôt, si vous utilisez casier de dépôt, donc ça serait de donner accès. Moi, j'utilise le forum là, parce que c'est une belle façon de communiquer les besoins d'un élève puis d'un autre élève. Oui, oui. Là, ça devient beaucoup plus de gestion parce que je ne suis pas capable de le voir dans le suivi. Oui. Donc, ça, c'est un paramètre de Brightspace qui doit être changé dans les paramètres par l'administrateur. OK. C'est beau, je fais le suivi avec François Bérubé puis Catherine Richard pour faire les changements. OK, merci. Joanne, je vais t'écrire pour te dire que quand c'est fait. OK, merci. Donc, José Blackburn, tu disais que toi, tu vois plus. Est-ce que c'est bien ça? OK, donc c'est peut-être le rôle qui a été attribué à Joanne qui ne permet pas. Là, il faudrait vérifier c'est quoi le rôle de Joanne dans son cours comparativement à celui de José là, pour voir pourquoi José le voit puis Joanne ne verrait pas. OK. D'autres questions? OK. Bien, si c'est tout, l'enregistrement, je vais le mettre d'ici la fin de la journée, je vais le mettre dans le rendez-vous, dans l'agenda, fait que vous pouvez le réécouter puis le revisionner. Ça vous va? Oui, j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à communiquer avec Roxane ou moi. Roxane peut vous mettre en contact avec moi. Mon adresse, elle est dans le diapositive 2, si je ne me trompe pas. Oui, vous voyez mon adresse courriel dub@cavlfo.org. Donc, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi si vous voulez des réponses à vos questions. Ça va me faire plaisir de vous aider. Un gros merci, Daniel. Le diaporama, il est dans le rendez-vous dans l'agenda Google. Ses présentations, il est déjà là. Et je vais ajouter la vidéo avec les explications dès que ça va avoir été téléchargé. Ah, Sarah a une question. OK. Ah non, elle dit c'est beau, merci. Je pense qu'elle voulait dire bye. OK. Ben, merci beaucoup. Bonne journée, puis prenez soin de vous. Toi aussi. José, Salut. oui, je vais faire le suivi. J'enverrai un courriel de suivi pour dire que si tout a été, les changements ont été faits, je vais vous avertir, je vais prendre vos courriels dans le rendez-vous puis vous le faire parvenir. Ça te va? OK. Parfait, merci. Bonne journée. Bye, merci Daniel. Merci. Salut tout le monde. Salut. C'est trop, je pense que j'étais à l'école avec son frère à Daniel.